Je suis un homme malade. Je suis un homme méchant. Je suis un homme repoussant. C'est ainsi que commencent les carnets du sous-sol. Pas par une grande théorie, pas par une leçon de morale, mais par l'aveu brutal d'un homme qui semble avoir perdu toute capacité à vivre normalement. À première vue, on pourrait croire qu'il est simplement fou. Mais Dostoïevski nous suggère quelque chose de bien plus inquiétant. Et si cet homme n'était pas fou, mais trop conscient, trop lucide, trop capable de voir les contradictions de son propre esprit, au point que chaque pensée finit par empêcher la suivante, au point que comprendre devient plus facile qu'agir. Et peut-être que cette expérience ne lui appartient pas seulement. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu agissais parfois contre toi-même, à repousser un projet qui comptait vraiment, ou à te regarder agir en te demandant: «Pourquoi est-ce que je fais ça?» Nous avons tendance à croire que plus nous nous comprenons, plus nous devenons libres. Dostoïevski ose poser une question beaucoup plus dérangeante. Et si une conscience excessive était précisément ce qui nous empêchait de vivre? Notre époque célèbre la conscience de soi. Connais-toi toi-même, prends du recul, analyse tes émotions, remets-toi sans cesse en question. Nous avons fini par croire que plus nous comprenons nos problèmes, plus nous nous rapprochons de leur solution. Dostoïevski ne rejette pas cette idée, mais il montre qu'elle possède une limite. Dans les carnets du sous-sol, il écrit une phrase devenue célèbre: «Une conscience excessive est une maladie». Cette phrase est souvent mal comprise. Dostoïevski ne critique pas l'intelligence, il ne fait pas l'éloge de l'ignorance, il ne dit pas que penser est un problème, il montre ce qui arrive lorsque la conscience devient si envahissante qu'elle finit par remplacer la vie elle-même. Pour le comprendre, il oppose deux manières d'exister. D'un côté, il y a l'homme d'action, pas un héros, pas un génie, simplement quelqu'un qui accepte de se confronter au réel. Il désire, il agit, il échoue, il recommence, le monde lui résiste. Il s'adapte, il se trompe, mais il avance, parce qu'il participe encore au monde. Face à lui se tient l'homme du sous-sol. Il envie cette simplicité, mais il en est incapable. Chaque décision devient un procès, chaque désir devient une enquête, chaque mouvement ouvre une infinité de questions. Est-ce vraiment ce que je veux? Et si je me trompais? Et si je n'étais qu'en train de me raconter une histoire? Et si les autres me jugeaient? Et si finalement réussir ne changeait rien? Alors il réfléchit. Puis il réfléchit à sa réflexion. Puis il analyse la manière dont il analyse ses propres pensées. Peu à peu, le réel disparaît. Il est remplacé par un dialogue intérieur qui ne s'arrête jamais. Imaginez devoir analyser chacun de vos muscles avant de faire un seul pas. La tension du mollet, l'équilibre du bassin, la position du genou. Très vite, vous ne marcheriez plus. Vous penseriez la marche. C'est exactement ce qui arrive à l'homme du sous-sol. Il ne vit plus, il s'observe vivre. Il devient à la fois l'acteur et le spectateur de sa propre existence. Et c'est ici que Dostoïevski devient étonnamment moderne. Nous connaissons tous ce moment où nous savons exactement ce qu'il faudrait faire.
envoyer ce message, commencer ce projet, dire la vérité, quitter une situation qui nous détruit. Nous le savons. Et pourtant, nous restons immobiles. Il serait tentant de dire que tout cela n'est que de la peur. Parfois, c'est vrai. Mais Dostoïevski pointe quelque chose de plus profond. À force de tout analyser, la conscience finit parfois par devenir un refuge. Penser devient plus rassurant qu'agir. Observer sa vie devient plus confortable que la vivre. Et sans même nous en rendre compte, nous remplaçons peu à peu l'expérience par son commentaire. C'est là que commence véritablement le sous-sol. Pour donner une forme à cette idée, Dostoïevski introduit une métaphore fondamentale, celle du mur. C'est l'une des images les plus importantes des carnets du sous-sol. Le mur représente tout ce qui échappe à notre volonté. Les lois de la nature, la réalité, les limites que le monde nous impose, une maladie, un refus, un échec, une porte qui reste fermée malgré tous nos efforts. Face au mur, l'homme d'action réagit simplement. Il tente, il échoue, il souffre, puis, tôt ou tard, il accepte. Non pas parce qu'il aime perdre, mais parce qu'il reconnaît que certaines choses ne dépendent pas de lui. Le mur existe, il faut faire avec. L'homme du sous-sol, lui, est incapable de cette réconciliation avec le réel. Devant le mur, il ne passe plus à l'action. Il commence à penser. Pourquoi ce mur existe-t-il? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Est-il juste? Aurait-il pu être autrement? Chaque réponse ouvre une nouvelle question. Chaque réflexion en appelle une autre. Peu à peu, le mur réel disparaît. À sa place apparaît un labyrinthe intérieur. Et c'est là que Dostoïevski formule une idée profondément déstabilisante. Le véritable obstacle n'est plus le mur, c'est l'esprit lui-même. À force de vouloir tout comprendre, l'homme finit par perdre tout contact avec le réel. Il ne lutte plus contre le monde, il lutte contre ses propres pensées. C'est ici que le roman prend un tournant inattendu. Nous pourrions croire que l'homme du sous-sol cherche avant tout à être heureux, mais Dostoïevski répond: ce n'est pas si simple. Il existe parfois quelque chose de plus fort que le bonheur, l'amour-propre, le refus de céder. Le narrateur préfère parfois conserver sa blessure plutôt que d'y renoncer, non parce qu'il aime souffrir, mais parce que cette souffrance est devenue une partie de lui. Elle lui appartient. Il ressasse, il revit une humiliation, il rejoue une conversation, il entretient une vieille colère, non parce que cela lui fait du bien, mais parce qu'abandonner cette douleur lui donnerait l'impression de perdre une part de lui-même. Nous connaissons tous cette tentation, une injustice que l'on continue de raconter des années plus tard, une phrase qui revient chaque fois que l'on est seul, une blessure que l'on protège presque malgré soi, comme si guérir signifiait aussi oublier, comme si pardonner revenait à reconnaître que tout cela n'avait plus d'importance. Dostoïevski observe alors quelque chose de vertigineux. L'être humain
ne cherche pas toujours son intérêt. Il ne poursuit pas toujours son bonheur. Parfois, il préfère rester fidèle à sa souffrance. C'est cette souffrance qui le détermine par rapport aux autres. C'est son identité. Et c'est peut-être là que se trouve l'idée la plus bouleversante des carnets du sous-sol. Nous ne sommes pas seulement capables de nous faire du mal, nous sommes parfois capables de nous y attacher. Jusqu'ici, nous avons vu un homme enfermé dans son propre esprit. Un homme qui se cogne contre le mur de la réalité. Un homme qui souffre, qui se contredit et qui finit même par trouver une forme de refuge dans cette souffrance. Mais Dostoïevski ne s'arrête pas à ce portrait d'un homme tourmenté. À travers cet homme du sous-sol, il attaque une idée beaucoup plus grande. L'idée selon laquelle l'être humain pourrait un jour être entièrement compris, organisé et rendu heureux par la seule force de la raison. Et c'est ici que commence son attaque contre ce qu'il appelle, symboliquement, le palais de cristal, le rêve d'un monde parfaitement rationnel, un monde où tout serait prévu, même l'homme lui-même. C'est donc ici que Dostoïevski porte son attaque la plus profonde, non plus seulement contre l'homme du sous-sol, mais contre une certaine idée de l'homme, une idée qui traverse son époque. Cette idée affirme que l'être humain est avant tout un être rationnel, un être qui cherche naturellement son intérêt, son bonheur, son bien-être. Donc, si nous comprenons enfin les lois qui gouvernent l'homme, alors nous pourrons construire une société parfaite. Il suffira de montrer à l'homme le bon chemin, et il l'empruntera. Au XIXe siècle, cette vision trouve une image fascinante. Le palais de cristal, un bâtiment transparent, un symbole de progrès, de lumière, de rationalité, un monde où tout serait visible, où tout serait organisé, où tout pourrait être calculé, même le bonheur humain. L'idée est simple. Si nous comprenons les lois de la société, les lois du corps, les lois de l'esprit, alors l'homme cessera de faire des erreurs. Il choisira naturellement ce qui est bon pour lui, comme une équation, comme 2 et 2 font 4. Et c'est précisément cette idée que Dostoïevski refuse avec violence extraordinaire. Parce que pour lui, l'homme n'est pas une équation. L'homme n'est pas une créature que l'on pourrait programmer une fois que l'on aurait découvert la bonne formule. Il n'est pas une touche de piano sur laquelle on appuie pour obtenir une mélodie prévisible. L'homme possède quelque chose de plus profond, une volonté, même une volonté de contradiction, une capacité terrible à dire: «Je sais que cela me fera du mal, mais je le choisis quand même». Et c'est là que réside le paradoxe du sous-sol. L'homme peut parfois refuser son propre bonheur, simplement pour prouver qu'il est libre. Il peut choisir ce qui est mauvais pour lui, non parce qu'il aime souffrir, mais parce qu'il veut montrer qu'il n'est pas une machine qui obéit mécaniquement à son intérêt. Car si tout était parfaitement calculé, si tout était prévu, si l'homme choisissait toujours le meilleur chemin, alors une question apparaîtrait. Sommes-nous encore libres? Ou sommes-nous simplement des êtres qui exécutent un programme? C'est cette peur qui hante Dostoïevski. La peur d'un monde où l'on aurait supprimé le conflit, l'incertitude et même l'erreur. Mais en supprimant tout cela, on aurait peut-être aussi supprimé une partie de l'homme. Et c'est pour cette raison
que les carnets du sous-sol restent profondément actuels, car le palais de cristal a changé de forme. Aujourd'hui, il ne prend plus seulement la forme d'un bâtiment ou d'un projet politique. Il apparaît dans nos systèmes modernes, les algorithmes, l'IA, les routines, les protocoles, les plans parfaits pour devenir une meilleure version de soi-même. On nous explique: voici comment réussir, voici comment être productif, voici comment dormir, comment manger, comment organiser sa vie. Et beaucoup de ces conseils sont vrais. Nous savons souvent ce que nous devrions faire. Nous savons qu'il faudrait mieux dormir, qu'il faudrait mieux manger, faire du sport, dire la vérité, quitter, ce qui nous détruit. Mais parfois, nous ne le faisons pas. Alors pourquoi? Parce qu'une partie de l'être humain refuse d'être entièrement ramenée à son intérêt. C'est l'intuition de Dostoïevski. L'homme ne veut pas seulement être heureux, il veut avant tout être libre, même d'une liberté absurde, même d'une liberté qui le conduit à sa propre destruction. Nous pouvons le voir dans certaines relations humaines. Il arrive que quelqu'un rejette ce qui pourrait pourtant lui apporter de la stabilité ou de l'affection. Non pas parce que cette chose est mauvaise, mais parce qu'elle représente une forme de dépendance, une obligation, une limite. Comme si accepter une aide signifiait perdre une partie de sa liberté. Comme si être lié à quelqu'un signifiait ne plus totalement s'appartenir. Dostoïevski comprend alors quelque chose de très dérangeant. L'homme n'est pas seulement capable de souffrir pour être libre, il est parfois capable de détruire ce qu'il aime, simplement pour ne rien devoir à personne. Il peut choisir le pire, non pas parce que le pire est préférable, mais parce que le pire lui appartient. Il peut dire: «Ce choix est absurde, ce choix me fait mal, ce choix me détruit peut-être, mais c'est mon choix». Et aucune formule, aucune équation, aucun système ne pourra me l'enlever. Voilà pourquoi le narrateur du sous-sol est si dérangeant. Il ne défend pas une liberté lumineuse, une liberté heureuse. Il défend une liberté sombre, une liberté presque malade, la liberté de dire non, même au bonheur, même à la raison, même à ce qui pourrait le sauver. C'est inquiétant, mais c'est profondément humain. Car parfois, nous préférons échouer par nous-mêmes plutôt que réussir selon un plan qui nous aurait été imposé. Nous préférons notre propre chaos à un ordre parfait dans lequel nous ne nous reconnaissons plus. Et c'est peut-être là que commence l'autosabotage le plus profond. Non pas dans l'ignorance, mais dans la révolte, dans ce refus secret d'être entièrement corrigé, optimisé, prévu, programmé, comme si une partie de nous criait: «Je ne suis pas une formule, je ne suis pas une fonction, je ne suis pas une machine, je suis un être humain, je suis libre, même si cette liberté me détruit». Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout cela? Peut-être qu'il faut d'abord accepter une chose. Nous sommes tous, à certains moments, des hommes du sous-sol. Nous connaissons tous ces moments où notre propre pensée devient une prison, où nous réfléchissons tellement que nous n'agissons plus, où nous préférons une souffrance familière à l'inconnu d'une transformation, où parfois nous détruisons nous-mêmes ce que nous désirons le plus. Mais Dostoïevski ne nous demande pas d'admirer cette part sombre de nous-mêmes. Il ne nous dit pas: «Regardez comme ma souffrance me rend plus profond».
Regardez comme mon mal-être prouve ma lucidité. Car c'est justement le piège du sous-sol. Transformer son enfermement en identité. Transformer son incapacité à avancer en preuve d'intelligence. Transformer ses blessures en quelque chose dont on ne veut plus se séparer. Le sous-sol devient alors un refuge douloureux, mais un refuge quand même. Et c'est peut-être la découverte la plus dérangeante de Dostoïevski. Le problème n'est pas seulement que l'homme souffre, le problème est qu'il peut parfois s'attacher à sa souffrance, parce qu'elle lui appartient, parce qu'elle lui donne une forme de contrôle, parce qu'elle lui permet encore de dire, au moins, cette douleur est la mienne. Mais Dostoïevski ne nous invite pas à rester dans le sous-sol. Il nous invite à le regarder, à comprendre les mécanismes qui nous enferment, à voir les murs que nous avons parfois construits nous-mêmes. Car prendre conscience de son enfermement est peut-être déjà le début d'une sortie. La philosophie ne nous donne pas une recette pour vivre. Elle ne transforme pas l'être humain en machine heureuse et efficace. Mais elle accomplit quelque chose de plus difficile. Elle nous empêche de nous mentir. Elle nous oblige à regarder ce que nous préférions cacher, nos contradictions, nos peurs, nos désirs impossibles, notre besoin de liberté, même lorsqu'il nous conduit parfois contre nous-mêmes. Dostoïevski ne nous donne pas une méthode. Il ne nous promet pas une vie parfaite. Il nous tend simplement un miroir, et ce miroir ne nous demande pas comment réussir davantage. Il pose une question plus difficile. Quelle souffrance, quelle blessure ou quelle illusion continues-tu de défendre simplement parce qu'elle est devenue une partie de toi? Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et je vous dis à très bientôt.